Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a eu une accélération hier de Bitcoin dans lequel on était allé chercher pas mal de liquidités, pareil sur Ethereum. On va revenir sur tout ça ensemble. Avant tout, on commence par parler de crypto-monnaie et par parler des nouvelles avec Solana qui vise le 15 avril pour régler la problématique des transactions qui n'arrêtent pas d'échouer. 75% la semaine dernière des transactions échouées. A priori, ce n'est pas un problème de concept, en tout cas c'est ce qui est donné par les différents développeurs, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est quelle est la raison qui va être donnée en fait, et quelle va être la solution qui va être déployée. Encore une fois, Solana dans lequel on a une blockchain qui est très forte, mais qui est excessivement polémique à travers les problématiques qu'elle rencontre. On rappelle que Solana est quand même très connu pour partir ce qu'on appelle en vacances dans la crypto. Ça veut dire tout simplement que la blockchain arrête de fonctionner. Là, elle n'a pas arrêté, en effet c'est déjà mieux, mais on a quand même 75% la semaine dernière, et là je crois qu'on est dans les alentours de 60% des transactions qui ne passent pas, donc il va falloir vraiment insister pour faire passer une transaction. On continue dans les nouvelles avec le début du procès autour du Mango Market. Alors là c'est très intéressant, pourquoi j'en parle maintenant? C'est la représentation de ce qui est un hack ou ce qui n'est pas un hack, et ce qui est, oui ou non, pénalement reconnu. Parce que justement, dans l'histoire de Mango Market, le hacker présumé, celui qui a fait l'exploit, avait volé 111 millions de dollars. Mais en fait, il n'avait pas volé 111 millions de dollars. Exactement, il avait manipulé le marché de façon à ce qu'on aille dans une situation très particulière que Mango n'avait pas prévue pour pouvoir justement soutirer ces 116 millions de dollars. Et justement, il définissait ça comme étant une stratégie de trading hautement profitable. Et il n'a jamais dit qu'il était hacker, il ne s'est pas reconnu comme tel, il a dit que c'était juste, tout simplement, il a joué dans les règles, et que ça faisait partie du trading, et que c'était comme ça. Sauf que, a priori, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, parce qu'en décembre 2022, il s'est fait tout simplement arrêter, et est inculpé actuellement de fraude, et risque 20 ans de prison. Donc, encore une fois, il faut faire très attention quand on fait un hack, que ce soit un hack, que ce soit un exploit, que ce soit l'utilisation d'une faille. Là-dessus, ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est permis ou pas. C'est pas parce que les règles le permettent qu'il faut impérativement le faire. Et on le verra bien lors de la sentence, mais je pense que la sentence risque d'être très très salée, parce que justement, il y a une volonté de vouloir faire un exemple avec ce qui s'est passé. On continue dans les nouvelles avec quelque chose qui pour moi m'a un petit peu choqué, et on va revenir dessus. Bitcoin a besoin de dépasser les 80 000 dollars pour rester profitable après le halving. Après ce titre putaclic, quand on descend un petit peu, on garde exactement, c'est avec des S19 XP, donc en l'occurrence c'est des mineurs qui sont un petit peu anciens, et a priori le prix serait dans les alentours de 40 000 dollars. Et donc forcément le halving divise par 2 le nombre de blocs, on serait dans les alentours de 40 000, enfin de 80 000 dollars une fois que le halving passe. Et pour se baser sur ça, ils sont allés voir sur la notion de densité et les ASIC efficiency avec un prix lissé de revient, ce qu'on appelle les floor price, sur CryptoQuant. Alors ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il y a une non-réflexion sur la typologie de ce graphique-là. Ici, les floor price sont basés sur des prix à la production qui sont très très élevés. C'est le principe même de ces floor price, c'est une représentation d'une généralité sur l'ensemble du monde crypto. Sauf que l'ensemble du monde crypto, il y a une grosse partie qui débranchera ces machines, si jamais ils ne sont pas rentables, et tous ceux qui sont peut-être à des deals qui sont au-dessus de 6, 7, 8, 9 dollars, enfin centimes de dollars le kilowattheure, débrancheront systématiquement, d'accord? Donc là-dessus, il faut juste prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et moi ce que j'aime bien, c'est on va aller regarder les différents graphes que l'on a à notre disposition pour pouvoir le faire. Et là-dessus, je vous ai préparé deux graphiques, avec un, ici, cette première courbe, et deux, la deuxième courbe, qui sont la représentation du prix actuel du minage. Un, ici, avec les derniers S21, d'accord, qui sont les derniers ASIC de minage. Donc je rappelle que pour miner du Bitcoin, il faut une machine spécifique, que l'on appelle un mineur de Bitcoin, qui est ce qu'on appelle aussi un ASIC, qui est vraiment spécifique, et dans lequel, ici, là, c'est vraiment le tout dernier qui a été sorti. Et quand on regarde, là actuellement, on est plus dans une notion de floor price, dans les 13 000, à savoir que je suis parti sur un deal électrique de 6 centimes le kilowattheure, à savoir que généralement on est plus dans les alentours de 4 centimes, et on rajoute 2 centimes pour les frais d'immobilisation, pour les frais structurels, et ainsi de suite. Mais même si on est amené à monter, allez, à 8 centimes, on est d'accord, on va être même pas
au niveau des 20 000. Donc forcément, lorsque l'on va avoir le halving, on sera plus dans les alentours de 40 000. Ok, et qu'est-ce qu'il en est au niveau ici de notre ami le S19? Ça, c'est les caractéristiques d'un S19 avec l'émission rate actuelle, dans lequel on est aussi sur un deal à 6, et on est où? On est dans les alentours de 17 000 $, d'accord? Considérer qu'il n'est pas rentable actuellement, c'est fou. Alors, là-dessus, il y a un petit quelque chose à prendre en compte, c'est que le hash rate a arrêté de se mettre à jour à partir de janvier 2024. Il est caractérisé comme étant à 600, alors qu'on est dans les alentours de 800. Donc, on rajoute à peu près 30%, c'est à peu près la norme. On serait dans les alentours de 25 000, allez, on va arrondir 25 000 et 20 000, donc on a quand même, oui, une petite évolution, mais même si on multiplie par 2, ça fera 50 000, ça ferait pas 80 000, il faut prendre encore une fois beaucoup de recul par rapport aux informations généralisées qui nous sont données pour faire partie de plusieurs formes de minage. Je peux vous dire qu'on est rarement au-dessus des 5 centimes le kilowattheure, et quand on rajoute les frais d'immobilisation, on est entre 6, 7, 8 centimes maximum, d'accord? Admettons, 8 centimes avec celui-là, on rajoute, on va dans les alentours de 30 000. Donc ça fait déjà sur du S19 qui est très ancien, on va avoir un prix qui va être dans les 60 000. Donc encore une fois, on prend du recul par rapport à ce qui est en train de se faire, par rapport à ce qui est en train de se dire. Non, c'est pas 80 000 le floor price, ce sera dans les alentours de 60 jusqu'à 40 000 en fonction de la typologie du deal électrique, de la typologie de la structuration, de l'usine dans laquelle on est, et deuxièmement, des mineurs qu'on utilise et des investissements qu'on a effectués en amont. Donc on prend du recul par rapport à cette typologie d'information. Donc non, le halving ne va pas faire 80 000. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le halving va avoir un impact au niveau du prix. En tout cas, ça l'a toujours eu. Quand on regarde les infos qui nous ont été données, en 2012, on était à 12 $ avant le halving. 150 jours après, 127. Ici, 650, 150 jours après, 750. Donc beaucoup moins en 2016. 2020, 8000 et on est passé à 10 000. Donc oui, il y a une valorisation qui n'est pas du kit double, hein, mais on va avoir une valorisation structurelle, ce qui est toujours le cas, mais c'est 150 jours, encore une fois je répète, après le halving. Au niveau de la macroéconomie, nous avons la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui commence à se diriger vers la cut des taux. Donc elle a entamé son pivot, et le deuxième pas aura lieu en juillet, donc en l'occurrence c'est quelque chose qui va être lent. C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué dans la vidéo de samedi, c'est que ça va aller lentement, on a une augmentation qui a été très rapide, et là justement on va avoir une descente qui va être plutôt lente, pour être sûr de consolider un petit peu tout. Au niveau des news, pas grand chose, hein, à part mercredi, demain, dans lequel on va avoir l'IPC Core, très important, qui est l'inflation aux USA, 14h30, qui va être scruté par l'ensemble du marché. Avant de commencer l'analyse technique, je vous rappelle que je fais une masterclass dimanche 14 avril 18h. Il faut s'inscrire pour avoir le lien, c'est en commentaire en description, dans lequel je vais revenir sur est-ce que c'est le bon moment, comment structurer sa stratégie d'achat, comment structurer ses ventes, et je vais vous donner des cryptos qui n'ont pas encore éclaté. Ce sera dimanche 14h 18h, et pour ceux qui sont inscrits, il y aura en effet un replay qui sera disponible, mais pour ça, il faut être impérativement inscrit, et il y aura une surprise pour ceux qui seront à la masterclass. Et on commence l'analyse technique maintenant. SP500, on va pas revenir trop dessus, on n'a pas trop bougé. Ce qui est intéressant de voir, c'est toujours le gold, hein, vraiment l'or qui pousse vraiment très fortement. Là, il faut se poser vraiment des questions sur pourquoi on a un or qui va bientôt se diriger vers les 2400. Là, c'est vraiment la zone à surveiller, les 2400. Pourquoi on pousse autant? Pourquoi c'est aussi fort? Pourquoi, notamment, nous avons beaucoup de TEF au niveau de la Chine qui sont en train d'acheter de l'or? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Je pense que je vais passer une bonne partie de la semaine à analyser ça, et je vous ferai un retour dans la vidéo de samedi. Au niveau du BTC, hop, on va retirer ça. On voit qu'on a eu une petite accélération haussière qui était plutôt bénéfique. Là, si on regarde court terme, on voit qu'on est allé récupérer les liquidités. On en avait parlé hier, justement, de cette zone de polarité de liquidité qui est très importante à aller chercher. On voit qu'on est allé la chercher, on n'a pas consolidé dessus, on est en train d'avoir une respiration. On va revenir dessus dans quelques instants, et on va se poser la question, d'où vient cette liquidité? Et justement, pourquoi on a eu cette prise de liquidité? Alors, ça, il y a une partie de manipulation qui est plutôt classique, dans lequel, quand on commence à avoir une surcharge en cluster de liquidation, on va avoir les market makers qui vont alléger le train, qui vont aller déclencher tout simplement les clusters de liquidation, chose qui a eu lieu là, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un momentum aussi qui s'est effectué, avec ici les différents achats qu'il y a pu avoir
hier sur les différents ETF, on voit que BlackRock, 300 millions de dollars qui ont été injectés. Grayscale, qui reste toujours dans les mêmes niveaux, hein, dans les alentours de moins 100 millions de dollars par jour. Donc ça nous donne en plus une bonne estimation de notre capacité à pouvoir vider Grayscale. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en l'occurrence, on a eu une journée qui a été plutôt positive en injection monétaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on a caractérisé par une accélération haussière, aussi avec prise de liquidité. Et on va revenir sur la prise de liquidité qui a été forte, oui, mais qui aurait pu être beaucoup, beaucoup plus forte. Qu'est-ce qu'on a laissé justement ce week-end? On a laissé un gap CME. Je rappelle que le gap CME, c'est la différence entre l'ouverture et la clôture d'une bougie dans lequel on n'a pas eu de cotation. Et pourquoi on n'a pas eu de cotation? Parce qu'on est sur CME, Chicago Mercantile Exchange, donc qui est ici un futur donc qui ferme le week-end alors que les cryptos continuent à se trader tout au long de la journée, de la semaine, de l'année. C'est 24, 24, 7, 7 continuellement. Et quand on a un gap CME, généralement comme ça, on en a deux, on a un ici, un là, d'accord. Il y avait une grosse partie du gap CME qui était présent ici, qui a été comblée par cette accélération baissière, mais il nous en reste encore un petit peu là. On en a ici, je pense que c'est signe pour moi que oui, on peut aller chercher un petit peu plus haut encore au niveau des liquidités, pourquoi pas aller tacler les liquidités qui sont au-dessus, mais dans tous les cas, on aura un retour par le bas, donc on a bien la mise en place pour moi d'un range de trading qui pourrait ressembler à ça. Quelque chose qui pourrait osciller pendant encore un certain temps. On n'oublie pas que la valorisation après le halving, c'est 150 jours après. Alors oui, on peut être dans un schéma qui est différent sur ce cycle, on l'a bien vu avec un nouvel ATH, donc un plus haut avant le halving, mais ça n'empêche qu'on est quand même ici dans quelque chose qui ressemble vachement à du range trading et qui sera validé de toute façon très vite. Quand je retire de toute façon ici les vecteurs de compression, on voit quoi? On voit qu'on a une borne de polarité basse, une borne de polarité haute, et que pour l'instant, on oscille tout simplement sur les zones de retest et les zones de liquidité. On a pris donc la liquidité, on a une petite imbalance qui se trouve dans cette partie-là, qui va être un appel de prix, et ce qui va être intéressant de voir, alors à vue de nez, je pense que c'est aussi la zone de volume, hein, à peu de choses près, on va regarder tout de suite, mais je pense qu'on en est vraiment pas loin. Ça, la zone de volume est un peu plus basse, et si on va regarder vraiment le mouvement du ranging, ici, avec, on retrace sur juste la mèche, donc on a la mèche, et ici on voit qu'on est, ouais, d'accord, sur un petit peu plus bas, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que c'est les 67 000, avec ici la mèche structurelle, et quand on regarde, la mèche structurelle, elle est là, donc ça veut dire qu'on irait potentiellement combler ça, et surtout combler peut-être même une partie d'ici avec justement l'imbalance. Donc ça va être intéressant de surveiller, je pense qu'on peut avoir un play qui va être à jouer chez recherche de liquidité au-dessus, avant d'aller retracer un petit peu plus bas, pour aller récupérer les liquidités en dessous, parce que oui, on a pas mal de liquidités, et ça, on va le voir ici, hop, tac, on va se replacer en un mois, vous allez voir qu'on est allé liquider une grosse partie des shorts, et qu'on est en train de construire un petit peu de long, voilà, grosse partie des shorts qui ont été liquidés, gros cluster, mais il nous en reste encore plein. On voit bien qu'on a beaucoup de monde ici, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le fait qu'on ait beaucoup de liquidation, on n'arrive pas à déclencher un short squeeze. Là, pour moi, on a un signal justement de la mise en place potentielle d'un ranging, surtout qu'on est en train de créer ici de la liquidité longue, qui aurait un intérêt à aller chercher pour aller récupérer une partie de liquidité. Pourquoi on n'arrive pas à accélérer à la hausse? Parce qu'on a beaucoup de BTC qui sont présents, on voit les lignes, hein, 250 BTC juste ici sur Binance en spot. Donc pour moi, on a encore beaucoup de spots pour nous empêcher de passer. Et on regarde là les zones, qui sont les zones dans lesquelles on a les clusters de liquidation. On a en même temps ici beaucoup d'ordres spot qui vont bloquer le prix. Et plus on va avoir d'ordres spot, plus il va falloir de la liquidation pour créer un momentum haussier. Donc je pense qu'on va prendre un petit peu de temps pour pouvoir faire le mouvement. Et c'est un petit peu la directive que j'ai, toujours plutôt dans une forme de ranging, de respiration, et en même temps tout à fait cohérent. Au niveau des altcoins, on voit qu'on a une petite action, hein. On voit qu'on commence à avoir un petit peu de funding qui apparaît. Bon, en l'occurrence, c'est quand même très léger pour l'instant. Le funding veut dire qu'il y a des positions qui sont en train de se faire, mais ce qui est plutôt logique parce qu'on a eu une petite accélération du BTC, et surtout on est en train de se dire que potentiellement on valide un ranging, et donc quand on a un ranging, ça veut dire qu'on a de la liquidité qui se dirige vers les altcoins, et que on a un Ethereum qui pousse, d'accord? L'Ethereum pousse beaucoup mieux d'ailleurs que BTC dans le général. On a été chercher la liquidité, mais on n'a pas fait de retracement effectif ici, donc on est vraiment dans quelque chose qui est un petit peu plus bullish, et ça se voit aussi dans le ratio Ethereum BTC, où on voit que en effet on a une petite surperformance
d'Ethereum. Donc peut-être l'occasion d'aller chercher ici un nouveau retest de cette zone-là. Ça voudrait dire que si on va chercher ça, on pourra avoir une petite alt season, micro alt season qui pourrait se mettre en place, dans lequel on pourrait tirer un petit peu des profits sur certaines cryptos. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir actuellement. On voit beaucoup d'altcoins qui sont en train de faire du 15-20% hier et aujourd'hui, je pense. Si on continue dans cette démarche-là, soit dans une forme de respiration, soit dans une accélération haussière, on va avoir, encore une fois, une semaine qui va être tournée plutôt halte, avec des profits à aller récupérer sur ces zones-là. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite.